Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro de la grande interview de Africa Blog Télévision, qui reçoit pour vous Madame Michaëlle Jean. Elle est secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Madame, bonsoir. Bonsoir. C'est Madame le secrétaire général ou la secrétaire générale? Écoutez, moi je suis vraiment partisane de la féminisation des fonctions. Je suis la première femme à occuper cette fonction et je veux bien qu'on féminise mon titre. Donc c'est Madame la secrétaire générale de la francophonie, tout comme alors que j'étais gouverneure générale et commandante en chef du Canada, on a féminisé. Je viens évidemment de cette pratique-là très canadienne de féminiser les titres. D'accord. Donc nous recevons donc Madame la secrétaire générale de l'OIF. Je rappelle juste aux téléspectateurs qu'avant d'avoir été portée à la tête de l'institution, vous avez été envoyée spéciale de l'UNESCO à Haïti. Vous êtes également la première femme noire à présenter le journal télévisé au Canada. On peut également dire que vous avez un attachement particulier avec le Mali puisqu'on se rappelle ces visites en 2006, cette adresse à l'Assemblée nationale et puis la signature de l'accord pour la paix. Ça fait quoi de vous retrouver encore une fois au Mali? Alors chaque fois que je reviens au Mali, j'ai le sentiment de revenir un peu à la maison. Je pense qu'il y a cette relation entre les Maliens, les Maliennes et moi qui en est une de grande affection, de grand respect. Alors que j'étais gouverneure générale et commandante en chef du Canada, dans les premières visites d'État que j'ai effectuées, j'ai voulu que cela se passe en terre africaine. Je suis très fière d'être de cette africanité globale. Et le Mali a été là pour m'accueillir et j'ai accueilli aussi le Mali dans mon cœur. Et en même temps, je retrouve, comparativement à 2006, un pays confronté à des défis très très grands. C'est-à-dire que la menace asymétrique, la menace terroriste, ces organisations criminelles de tous les trafics de drogue, trafic d'armes, trafic humain, qui sont sur le terrain et qui tentent de déstabiliser plusieurs pays, dont le Mali. Je prends cela très très à cœur dans les fonctions qui sont les miennes aujourd'hui. Et je mobilise tout un plaidoyer pour faire en sorte que l'on puisse vaincre cette tragédie, cette situation extrêmement grave et par tous les moyens. C'est-à-dire aussi en déployant ce que j'appelle nos armes de construction massive, c'est-à-dire par le développement, en donnant des raisons d'espérer, en investissant en tout cas dans l'entrepreneuriat ici au Mali, la création d'emplois, vraiment que par le développement, on arrive à ramener le Mali à la stabilité et à l'unité dont ce pays se doit de jouir pleinement. Le Mali n'est pas le seul pays francophone. Il y a le Burkina Faso, il y a la Côte d'Ivoire qui ont tous été victimes d'attaques terroristes et tout. Justement, qu'est-ce que l'OIF fait sur ce front-là? Est-ce que c'est un rôle d'anticipation ou est-ce qu'elle doit être au cœur de l'action? Alors même alors que je faisais campagne pour accéder à la fonction de secrétaire général de la francophonie, je savais d'emblée que la question sécuritaire en serait une majeure et de grande préoccupation, alors que j'étais aussi très au fait de la feuille de route qu'advenant mon élection j'aurais apportée et qui est focalisée beaucoup aussi sur une stratégie économique pour la francophonie. Or, il faut pour le développement, il faut pour avancer, je dirais, dans la croissance et le développement durable, il faut de la stabilité, il faut de la sécurité. Donc, forcément, il est important pour nous tous de l'espace francophone qui payons un lourd tribut à cette situation face au terrorisme, que nous puissions aussi réagir ensemble. Et dès la déclaration du 15e sommet de la francophonie à Dakar, il y avait une résolution, les chefs d'État et de gouvernement, disant la nécessité d'unir nos efforts dans la lutte contre le terrorisme. D'emblée, vous voyez, je prends fonction le 5 janvier et donc au siège de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie à Paris, et le 7, il y a un attentat. Ensuite, on a vu ces attentats les uns derrière les autres qui nous ont frappés lourdement dans l'espace francophone. Donc,
Un souci pour moi a été, entre autres, d'organiser une première conférence internationale de la francophonie sur le sujet, sur la lutte contre le terrorisme et la prévention de la radicalisation violente, qui a rassemblé au plus haut niveau ministres, décideurs, le Conseil de sécurité, l'Union européenne, des représentants aussi non seulement d'organisations internationales mais de la société civile, pour qu'on puisse se dire ensemble comment on va procéder à mutualiser, à une mutualisation de nos expériences, de nos moyens, de nos capacités de faire, de nos ressources et de nos renseignements. Est-ce que pour l'OIF, le tout sécuritaire, le tout militaire ne suffit pas? L'OIF n'est pas va-t-en-guerre, on peut le dire? Non, en fait, c'est que d'une part, il y a la responsabilité de protéger. Et ça, c'est déjà inscrit dans nos textes. Vous savez, la déclaration de Saint-Boniface, qui est un texte de référence pour nous dans la francophonie, qui a été promulgué par les ministres des Affaires étrangères de la francophonie au nom des chefs d'État et de gouvernement, précise l'obligation et la responsabilité de se porter au secours de populations en danger. Donc nous ne pouvons pas faire fi de la nécessité d'utiliser aussi de moyens de défense pour protéger les territoires et les populations. On ne peut pas les laisser comme ça à l'abandon. Donc l'important pour nous est d'aller même jusqu'au Conseil de sécurité. Ce que j'ai eu à faire récemment, c'est la première fois qu'un secrétaire général, en l'occurrence une secrétaire générale de la francophonie, était appelé à témoigner au Conseil de sécurité pour dire, face à la menace asymétrique, nos opérations de maintien de la paix qui sont déployées pour la moitié en environnement francophone, il faut absolument que l'on révise le mandat de ces opérations de maintien de la paix. Parce que les populations se doivent d'être protégées, parce qu'il faut pouvoir anticiper mieux, parce qu'il faut pouvoir aussi agir au niveau de la défense. Mais cela dit, je suis aussi partisane de cet équilibre entre défense et développement. Défense, diplomatie et développement. Diplomatie par le travail de plaidoyer. Porter le plaidoyer et les besoins des pays en matière de sécurité, et en même temps le développement, c'est-à-dire réagir aussi en créant des conditions de mieux vivre, en agissant aussi sur l'accroissement des ressources, sur le PIB, donc pour que l'on puisse aussi par le développement, réagir et créer des conditions de stabilité pour lutter également contre ceux qui essaient de profiter de situations de précarité dans les pays. Donc, il faut absolument maintenir ces trois axes, comme on dit, ces trois D. Défense, certes, parce qu'il faut venir au secours des populations. Diplomatie, parce qu'il faut porter le plaidoyer et mobiliser. Et puis développement, bien sûr, parce qu'il faut agir sur cette situation qui est catastrophique. Quand on voit autant de jeunes, ne serait-ce qu'en Afrique subsaharienne, francophone notamment, qui par millions chaque année débouchent sur le marché de l'emploi, mais pour se retrouver finalement au chômage. Et ça, c'est un facteur de risque très grand et on ne peut pas rester indifférent. Et pourtant, tous vos prédécesseurs sont africains et aujourd'hui, si on regarde la situation du continent, on se dit qu'il y a vraiment du chemin à faire. Ça veut dire que quelque part, quelque chose, rien n'a été fait ou... Non, je ne dirais pas que rien n'a été fait. Voilà. Je dirais que, écoutez, moi, je m'inscris dans la continuité de ce que mes prédécesseurs ont eu à faire. Le président Abdou Diouf, par exemple, est quelqu'un qui, comme Boutros Boutros-Ghali, son prédécesseur, ont eu beaucoup à bien asseoir la francophonie politique. Il est clair que nous avons une expertise en la matière. Vous savez que c'est la francophonie qui en ce moment, et c'est un nombre record de pays qui engagent des élections dans l'espace francophone, et notamment en Afrique, et le pays qui accompagne, et l'organisation qui accompagne en amont tous ces pays dans ce processus électoral, pour aider par exemple à monter le fichier électoral, à faire un audit du fichier électoral, à agir aussi en cas de contentieux électoral. Pourquoi ? Parce qu'il est important d'avoir une unité de mesure, un outil de mesure qui permette de garantir la crédibilité d'une élection. Parce qu'un pays qui réussit son élection est un pays qui a une carte de visite beaucoup plus forte et qui inspire confiance pour attirer vers lui des investissements, des partenaires, pour attirer vers lui aussi des pays bailleurs qui peuvent accompagner son développement. Et je crois que de plus en plus, on comprend cela. Et nous considérons que notre rôle est très important à cet égard. Parfois, ce n'est pas facile. Il faut aussi rassembler la classe politique, s'assurer que l'on puisse aussi agir sur les tensions et que les choses puissent se passer dans un climat apaisé, que la marche de la démocratie soit assurée.
que le vote des électeurs soit honoré et respecté. Donc ce travail-là, je le trouve déjà très engagé lorsque j'arrive à la francophonie. Même chose dans toutes nos autres missions, que ce soit au niveau de l'éducation, de la culture, de la langue qui est notre trait d'union pour agir ensemble, des stratégies comme la stratégie numérique, très importante. Moi, j'agis avec tout cela et j'apporte la francophonie, je dirais, à une autre étape sur la foi de cette feuille de route dont j'ai hérité et qui a en son cœur, je dirais aussi, cette stratégie économique qui est si importante. Si on s'arrête sur la gouvernance politique, on a l'impression que la francophonie manque de poigne par rapport à ces chefs d'État qui tripatouillent la Constitution. L'année dernière, on a vu de quelle manière la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville, le Burundi, le Rwanda, c'est des pays francophones où les chefs d'État sont parvenus à se maintenir. La francophonie manque-t-elle de poigne pour faire respecter... Non, la francophonie ne manque pas de poigne. Je peux vous assurer que d'une part, moi-même, dans cette responsabilité aussi de porter le plaidoyer, d'engager la discussion avec les chefs d'État et de gouvernement, il y a ce rapport franc, il y a ce contact fréquent. Vous leur dites souvent ? Il y a ces échanges, il y a ces avertissements et ce n'est pas que la secrétaire générale seule qui porte ça, ce sont aussi nos instances. Vous avez nommé la situation qui prévaut en ce moment à notre grand désarroi au Burundi. Là encore, le Conseil permanent de la francophonie, donc tous les représentants des chefs d'État et de gouvernement, récemment encore le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie qui s'est tenu en novembre dernier à Antananarivo à Madagascar, comme la conférence ministérielle, de façon consensuelle, je dirais même dans la plus grande unanimité, à part tous sont convenus que la situation au Burundi n'était pas acceptable et le Burundi a été mis sous observation. Il y a eu une sanction aussi au niveau de la coopération multilatérale. Mais nous, dans notre approche, c'est que même lorsque nous réprimandons et nous condamnons une situation, nous gardons quand même le lien pour faire en sorte que ce pays puisse se trouver une voie de compromis, un dialogue inclusif qui lui permette de sortir de cette situation de crise. Donc c'est un travail de tous les instants qui demande une pratique fine de la diplomatie et un contact qui est toujours maintenu, qui est toujours là et en accompagnement pour pouvoir faire avancer, je dirais, une situation qui est, comme au Burundi, bloquée. Le Burundi est un pays qui est en train de vraiment de se retrouver en situation d'isolement très grand et cela me désole énormément et je ne suis pas la seule, cela nous désole dans la francophonie parce que cette population mérite autre chose. Des observateurs, madame, pensent qu'à défaut de pouvoir contraindre ces chefs d'État à accepter l'alternance démocratique, ils vont peut-être appuyer la société civile. On l'a vu au Burkina Faso. Exactement. On a vu le Sénégal, une société civile forte. Là également, ça peut être une solution. Et savez-vous, nous avons été, je pense, la voix la plus forte, je dirais, pour saluer, par exemple, l'attitude de la société civile et entre autres de jeunes extrêmement courageux au Burkina Faso qui ont fait front pour bloquer cette tentative de confiscation des institutions du Faso. Les jeunes sont descendus dans la rue avec beaucoup de courage pour dire qu'il n'est pas question de laisser vraiment saisir les institutions du pays et de laisser ce geste d'un outrage se produire dans notre pays et nous amener, je veux dire, à une situation totalement catastrophique, donc cette tentative de coup d'État. Donc, je peux vous dire qu'en quelque sorte, ces prises de conscience politiques sur la foi aussi du respect des droits et des libertés, nous pouvons nous en féliciter également parce que c'est aussi en raison du travail sur le long terme, patient, précis, intentionnel, mené par la francophonie aux côtés de la société civile. Et à aucun moment, même alors que nous accompagnons le processus électoral dans les pays qui s'engagent
et qui tiennent des élections, nous travaillons étroitement avec aussi la société civile. Il est important de la faire entendre. Il est important, par exemple, dans tout ce qui s'est tenu ces derniers jours en République démocratique du Congo, d'encourager et d'accompagner un dialogue inclusif, que l'on fasse comprendre que toutes les voix comptent et qu'il est important aussi de s'assurer que l'on puisse contribuer à un retour à un climat apaisé pour bien vivre ce rendez-vous des urnes qui est capital pour la bonne marche d'un pays, pour sa gouvernance, mais aussi pour son rayonnement. Donc, non, je pense qu'en même temps, c'est comme le tango, hein, ça se danse à deux. Il faut aussi une vraie volonté en face. Il faut aussi un vrai sens des responsabilités du côté des décideurs et des dirigeants. Cela est essentiel. Et dès lors qu'ils perdent la confiance, là commence le problème. Dès lors que l'on perd la confiance des citoyens et que l'on ne respecte pas les règles et que l'on affaiblit l'état de droit, le problème devient criant. Okay. L'autre actualité, madame, c'est la crise des migrants. La francophonie est à la fois l'espace de départ, de transit et puis même d'accueil. Vous-même, vous étiez personnellement à la Valette. Oui. Est-ce que vous pensez avoir eu raison de participer à ce sommet d'envergure sur cette question-là? Assurément, je vais vous dire pourquoi. Ouais. Parce que ce soit à la Valette, à cette conférence de l'Union européenne, de l'Union africaine, sur la crise migratoire, donc sur le sort de ces milliers de femmes et d'hommes et d'enfants, et en grande majorité des jeunes, qui, par sentiment d'impasse, de désenchantement, de détresse, de ce sentiment d'un avenir bouché, s'exposent à des situations aussi dangereuses et périlleuses et tombent dans les filets des passeurs sans foi ni loi. Il est important d'aller témoigner et de dire, et cela était le plaidoyer que je continue d'ailleurs de porter, parce que vous savez, pour moi personnellement, ce n'est pas qu'une statistique, ce n'est pas qu'un fait que je vis et que je reçois à froid. Je suis passée par là. Je suis passée par cette situation où on est forcé de fuir pour des conditions, en raison de conditions qui sont devenues intenables, que ce soit sur le plan politique que sur le plan économique, de se lancer à l'inconnu vers un ailleurs dont on ne sait pas du tout ce qu'il nous réserve, de devoir repartir à zéro, de rien, de vivre dans une situation de grande précarité. Et quand j'en témoigne ainsi, je pense que je suis probablement souvent la seule, ou parmi les très très rares capables de dire cela. Et qu'est-ce que nous avons dit très clairement? C'est que c'est à la source du problème qu'il faut agir. Il faut donner, face à ces exodes massifs qui laissent des pays exsangues de forces vives, si importantes pour leur croissance, il faut agir à la source du problème, il faut donner des raisons d'espérer, il faut créer des conditions pour soutenir l'entrepreneuriat, pour soutenir la création d'emplois. Sans cela, cette situation va perdurer. Ce que l'on voit en ce moment n'est que la pointe de l'iceberg. Et on ne peut pas, comme ça, de manière insensible, ne pas se prononcer et dire, écoutez, ce qu'il faut, c'est amener des investissements vers ces pays. C'est agir sur l'environnement économique. C'est faire en sorte que l'on puisse appuyer l'entrepreneuriat. Et nous, le choix que nous faisons à la francophonie, c'est de déployer des dispositifs, par exemple, dans 12 pays africains qui sont hautement concernés aussi par ces exodes, et de faire en sorte que nous déployons des incubateurs d'entreprises pour soutenir les initiatives économiques des jeunes et des femmes et soutenir des filières qui sont bien identifiées avec les pays, avec les acteurs économiques, avec les décideurs, soutenir la professionnalisation pour que ces entreprises réussissent, identifient des marchés, puissent déboucher pour qu'il y ait création d'emplois. Okay. Et ça, c'est essentiel. On est dans un espace francophone, mais même par rapport à cette crise, madame, on essaie de jouer dans la subtilité de la langue. Est-ce que vous, comme les autres, vous faites le distinguo entre réfugiés politiques, économiques ou migrants, par exemple? Je vais vous dire, moi, je refuse cette distinction. Et j'ai eu à le dire... Et je continuerai de le dire, je l'ai dit aux Nations Unies, à l'Assemblée Générale, je l'ai dit au Conseil de sécurité, je l'ai dit à la Valette, puisque vous avez mentionné cette conférence de l'Union européenne, l'Union africaine sur la crise migratoire. Ce sont souvent les mêmes situations qui produisent les deux, qui produisent à la fois le réfugié, le migrant économique et le réfugié politique. Ce sont souvent des situations de mal-gouvernance. Et de toute façon, d'un point de vue humain,
c'est la même condition, c'est-à-dire une condition de grande précarité, de grand danger, de grande vulnérabilité. On ne peut pas, sur le plan humain, se mettre à faire des distinctions pareilles. L'important, c'est faire œuvre de solidarité, faire œuvre d'ouverture, mais en même temps d'agir aussi à la source du problème. Et quand je vois par exemple la frilosité européenne face à ces personnes en situation de grande vulnérabilité, je dois aussi rappeler que le continent africain, par exemple, depuis des décennies, se retrouve dans cette situation de migration. J'avais une conversation tout à l'heure, par exemple, avec le Premier ministre du Cameroun, qui me disait qu'en sol camerounais, on a encore des réfugiés centrafricains et centrafricaines en sol camerounais. Donc, et à quel point pour le Cameroun, il y a aussi une responsabilité supérieure que de s'assurer que les conditions restent des conditions humainement acceptables face à ces personnes qui cherchent asile. On parlait du Burundi, vous et moi tout à l'heure, mais comment voulez-vous que nous acceptions ce déni de la réalité de ces milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes qui ont dû fuir par peur, par insécurité, et qui se retrouvent dans des camps, dans des pays voisins, dans des situations qui ne sont pas les meilleures. Donc non, je pense on ne peut pas humainement faire cette distinction. On a un devoir et une responsabilité par d'assister. rapport à ce défi de solidarité, est-ce qu'on peut dire peut-être que l'Europe a la mémoire courte? Voilà, si l'Europe a la mémoire courte, puisqu'on voit qu'au Canada, par exemple, le Canada peut servir de contre-modèle à tout ce auquel on assiste. Le Canada est une terre d'asile, par définition. Et ce que j'ai souvent à dire à l'Union européenne et aux Européens, c'est, écoutez, moi je peux témoigner du fait que, par exemple, dans ce Canada qui est devenu aussi mon pays, parce qu'il a eu à m'accueillir. Voyez comme c'est extraordinaire. Au Canada, combien d'Européens ont trouvé asile? C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une espèce d'amnésie. C'est-à-dire que ces mêmes pays que l'on voit parfois vouloir ériger des murs, des barricades, freiner, qui laissent des migrants dans des conditions épouvantables à leurs frontières et à leurs portes, ces mêmes pays, un jour, se sont retrouvés sur la route, eux aussi. Je veux dire, des milliers de leurs citoyens ont dû, en raison de circonstances graves, chercher refuge ailleurs, et notamment au Canada. Donc, pourquoi est-ce que vous voyez cette capacité aussi, et cette résolution, et cette grande valeur au Canada, qui en est une d'ouverture à l'autre en situation, je dirais, de grande difficulté? C'est parce que l'on sait aussi que ces personnes, ma famille, comme des milliers d'autres, ont su contribuer à l'édification du Canada. C'est-à-dire que celui qui arrive et que l'on accueille, celle qui arrive et que l'on accueille, arrive probablement les poches vides, mais arrive aussi avec quelque chose à offrir. Mais moi, je suis aussi sur cette conviction que, partant aussi de ce que j'ai pu expérimenter moi-même, et ma famille a pu expérimenter, c'est qu'il ne faut pas qu'on se retrouve en situation de départ forcé, parce que les circonstances nous y obligent. Il faut qu'on ait la possibilité de bien vivre chez soi et de pouvoir aller vers l'ailleurs et vers l'autre parce qu'on le veut, par désir de rencontrer l'autre, mais pas dans des situations extrêmes qui sont extrêmement traumatisantes dans une vie. On peut s'en sortir, on s'en sort souvent plus fort. Mais pourquoi avoir à vivre cette épreuve? C'est pourquoi j'insiste sur la nécessité d'un grand plan pour la création d'emplois, notamment dans des pays, notamment africains, ici sur ce continent où nous nous retrouvons et nous nous rencontrons aujourd'hui. Au Mali, par exemple, le Mali. Moi, je regarde, par exemple, l'Office du Niger. Je vois cette étendue de terre arable et que non exploitée. Je me dis, voilà où la francophonie peut venir en renfort. Et avec son programme en faveur de l'entrepreneuriat, avec les collectivités locales, avec les jeunes, avec les femmes qui sont extrêmement, je veux dire, des forces laborieuses, on peut revitaliser
l'agriculture, l'agro-industrie. On peut amener vraiment de l'espoir, des activités économiques, activer des chaînes de valeur, créer de la richesse, de la croissance et qui, en même temps, ce type, je dirais, de plan d'action permettra également de ramener la stabilité dans ce pays et de lutter face à ces situations de déstabilisation et de violence que l'on connaît. Et justement, c'est la question que j'avais envie de poser. C'est vrai, c'est trop tôt de faire un bilan depuis votre arrivée, mais quand on vous suit, quand on écoute votre discours, on a l'impression que vous voulez mettre le focus sur l'économie et la jeunesse. Pourquoi? Parce que cela fait partie, nous avons en ce moment, en plus de toutes nos missions, je dirais, qui nous définissent, donc la mission bien sûr langue française, culture, éducation, formation, la mission aussi, notre mission politique et gouvernance démocratique, défense des droits et des libertés, en prenant bon appui sur ces principes qui fondent la francophonie et ces valeurs qui fondent la francophonie. Nous avons des stratégies spécifiques. La stratégie numérique en est une, la stratégie jeunesse en est une, la stratégie économique aussi. Mais nous faisons cela avec tout ce que nous sommes, c'est-à-dire que nous engageons la stratégie économique aussi avec ce trait d'union extraordinaire qui est la langue, qui est un levier formidable qui nous permet d'entreprendre ensemble, de commercer, d'échanger, de coopérer, d'apprendre les uns des autres, de réseauter, d'établir des maillages et des passerelles entre nous. Et ça, c'est puissant, quoi. On n'abandonnera pas la langue française. Et en même temps, le fait aussi d'une plus grande utilisation de la langue française sur la foi de l'obligation des organisations internationales de continuer à défendre ce principe du multilinguisme, pour nous c'est très important. Mais la stratégie économique, elle coule de source. Cela va de soi. Même sur notre tradition, par exemple, de défense de la diversité culturelle et notre mission en matière de culture. Les industries culturelles sont déterminante pour la croissance des pays. Et en même temps, notre stratégie jeunesse, c'est faire en sorte qu'on crée des possibilités pour les jeunes, qu'on soit là par exemple avec notre institut de la francophonie pour l'éducation et la formation. Je veux dire, qui sera basé à Dakar, qui est basé à Dakar, okay. Qui est à Dakar, que l'on puisse renforcer le niveau de professionnalisation des jeunes, leur capacité de faire, leur sens de l'entrepreneuriat, cet ADN qui est réel chez quantité de jeunes et qui anime leur capacité d'inventer, d'innover. Comment pourrions-nous, penser que c'est contre nature, alors que sur cet espace très vaste, sur les 5 continents que nous représentons, nous, la francophonie, vous vous rendez compte les synergies possibles qu'il nous faut redynamiser, d'échanges à engager mieux, à structurer mieux. Par exemple, il y a une offre abondante venant de l'Afrique, de pays africains, mais il faut pouvoir aider les entrepreneurs africains, surtout les jeunes et les femmes, à identifier les marchés où il y a une demande et les accompagner aussi dans leur, dans leur mode de production sur des barèmes de qualité, des standards de qualité, avec des normes, des certifications, des labels, pour être plus compétitifs. Oui, les jeunes sont source d'espoir, c'est vrai, mais souvent elles sont source d'interrogation, surtout quand on fait le lien avec la langue française. Oui. On sait que souvent la langue, elle est un peu malmenée, c'est des SMS, c'est des chats, il y a beaucoup d'anglicismes. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou vous pensez que ce n'est pas la peine? Moi, je pense que ce qu'il faut faire surtout, c'est l'enseigner bien. Enseigner bien le français et en français. Donc avec cet institut dont nous parlions de la francophonie pour l'éducation et la formation, ce qui est important pour nous, c'est... Vous arrivez d'envoyer des SMS, vous écrivez les phrases au complet, moi, correctement? Ah oui, moi je ne suis pas dans les... Non, j'écris tout du long. Pour moi, c'est une vraie correspondance, même les SMS. Ouais. Mais ce qu'il faut, c'est renforcer aussi les compétences et les capacités et la formation des maîtres. Faire que oui, si on a un plus grand nombre d'enfants qui marchent vers l'école, qui prennent le chemin de l'école, qu'ils aient droit et qu'ils trouvent une formation, une éducation de qualité. La question de la qualité est au
cœur de nos actions aujourd'hui en termes d'éducation et de formation. Rétablir des savoir-faire aussi, rétablir la formation professionnelle et technique. Parce que les jeunes eux-mêmes le réclament. Les jeunes disent, écoutez, nous voulons fonder des entreprises, il y a des domaines de formation qui nous intéressent. On ne trouve pas à l'école de formation pour nous donner tout le calibre qu'il faut pour monter nos entreprises dans ces domaines. Les nouvelles technologies, il faut aussi pouvoir moderniser la pédagogie et en même temps introduire aussi les nouvelles technologies dans nos écoles. Donc cet institut va servir à renforcer les programmes et les politiques d'éducation et de formation des pays qui le souhaitent. Et il rassemble tous les savoir-faire et tous les contenus produits dans la francophonie et tous nos opérateurs qui sont férus et solides dans le domaine et qu'on a pu rassembler. Moi, je suis très très contente que nous ayons lancé cet institut et que nous le mettions en opération. On s'achemine vers la fin de l'interview, mais comment se porte l'institution francophonie aujourd'hui? Est-ce que les contributeurs, les pays y contribuent normalement? Nous avons réussi une grande chose au sommet d'Antananarivo. Nous avons réglé la question des arriérés. Il fallait aussi demander au pays d'avoir un plus grand souci de responsabilité. Vous savez, c'est une chose de confier à l'organisation des feuilles de route qui sont extrêmement ambitieuses et en même temps de ne pas honorer ses engagements en ce qui a trait aux contributions et aux moyens et aux ressources de cette organisation. Et ça, d'un ton ferme, avec la ténacité aussi et la détermination d'un administrateur qui est d'ailleurs le premier administrateur africain de l'Organisation internationale de la francophonie. Moi-même avec tout mon appui. C'est un Malien, un Malien, l'ancien ministre de l'Éducation Adam Arwan. Pour nous, c'était fondamental de mettre fin à cette situation et on a amené des pays, genre les pays qui avaient des arriérés, à les régler. Et ça fait toute une différence. Et en même temps, il était important aussi d'amener dans l'organisation du sang neuf et de renforcer aussi, il est important pour nous de renforcer les capacités des équipes qui sont là, de les amener à être plus présentes sur le terrain. Et je dirais que c'est très excitant de porter aussi des stratégies qui sont légitimement ambitieuses. Il faut agir dans la francophonie de manière décomplexée. Il faut arrêter de croire que, par exemple, quand on parle d'économie, que ce n'est que l'affaire de nos amis anglo-saxons. Mais non, cet ADN, il est en nous aussi. La capacité de faire, elle est en nous aussi. Nous avons un espace aussi qui foisonne d'occasions qu'il nous faut saisir et il faut le faire ensemble. Nos destinées sont liées, donc c'est sûr que moi, je parle souvent de la francophonie des solutions. Bien souvent, on n'a pas réinventé la roue. On est capable d'avancer dès lors que l'on le fait de manière, avec le plus grand pragmatisme et la plus grande détermination. Ok, merci Madame la Secrétaire Générale. Vous participez à Bamako au sommet Afrique-France, mais là c'est à la consoeur, la journaliste à qui je m'adresse, en 30 secondes face à la caméra. Oui. Votre dernier mot, votre message particulier aux Africains et aux francophones qui vous regardent ce soir sur la chaîne du continent, en 30 secondes et face à la caméra. Alors d'abord, je veux dire que pour moi, l'Afrique est vraiment un continent de possibilités. Il y a un changement qui est en marche dans la francophonie, comme il est en marche sur le continent africain. Et il faut absolument le dire, le faire comprendre, le faire entendre et amener vers l'Afrique des partenaires de choix, des partenaires déterminés et dans une relation où tout le monde y trouvera son compte. Gagnant-gagnant, dans la réciprocité, en vrais partenaires qui sont déterminés à agir ensemble pour, le mieux-être et le plein épanouissement de ce continent qui a beaucoup à offrir et qui est un continent de possibilités et de talents. Et de savoir-faire. Merci, c'est sur ce message d'espoir que prend fin ce numéro de la grande interview. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Africable avec une autre personnalité au cours de cette émission. À très bientôt.